Ce n'est pas encore tout à fait à la fin, mais presque de notre colloque. Je devais à mon tour aborder un sujet de fond, mais vu le temps, et pour laisser le temps à Gilles Clavrolle de s'exprimer, je vais réduire mon propos et j'essaierai de retenir quelques-unes des grandes pistes qui ont été ouvertes depuis ce matin. La première, peut-être, qui était le cœur du sujet que j'aurais voulu développer, c'est que, à travers la question de la laïcité qui se pose à nous aujourd'hui, à notre intitulé des idiots utiles, ce qui est en jeu, c'est pas une loi. Nous ne sommes pas des religieux derrière un dogme. Ce n'est même pas la loi de 1905 qui est pourtant essentielle. Ce qui est important, et on l'oublie, ce sont ces grands principes et ces valeurs qui sont le fruit d'une émancipation qui vient de loin, qui s'est incarnée dans la philosophie des Lumières et qui s'incarne dans l'universalisme. C'est peut-être le mot-clé qu'on oublie le plus. Souvent, d'ailleurs, quand on parle de la citoyenneté française, on oublie que sa spécificité, c'est sa dimension universaliste. Il ne suffit pas de dire que nous ne sommes pas français par le sang. Il faut dire aussi que être français, c'est, quelles que soient ses origines, être libre et égal en droit des autres. La laïcité, c'est un ensemble de valeurs, un bloc philosophique, et qui fait que c'était le sujet. Il y a plus qu'une passerelle directe, il y a une continuité entre la laïcité et les droits de l'homme et du citoyen. Je rappelle d'ailleurs que lors du vote de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, les pays communistes à l'époque n'avaient pas voté au prétexte que la déclaration n'était pas assez sociale et que les pays arabes l'avaient refusée au prétexte que c'était déjà la charia qui devait s'imposer. Quel est ce bloc philosophique ? La première des idées, qui est celle des philosophes des Lumières, c'est l'idée de l'émancipation des savoirs et de l'émancipation des hommes. Lorsque le chevalier de la Barre est arrêté pour ne pas s'être dévoilé devant une procession religieuse, il est certes mis à l'Inquisition, il est torturé, on lui arrache les membres, il va être brûlé. Et qu'est-ce qu'on met sur le bûcher à côté du corps du chevalier de la Barre ? On y met le traité de Voltaire. C'est-à-dire que la première des idées fondamentales de ceux qui se sont battus avant même la Révolution française, bien avant, c'est l'idée petit à petit de l'émergence de l'émancipation, c'est-à-dire que génération après génération, il y a un progrès dans l'émancipation. Peut-être faut-il que nous retrouvions aussi le sens du mot progrès et ne pas nous arrêter et le condamner comme font les sots d'aujourd'hui, simplement au prétexte que certaines applications du progrès par la quête du fric à tout prix conduisent à des exactions contre la nature et contre les hommes. Mais l'idée du progrès, elle est là tous les jours. L'idée de l'émancipation, elle demeure fondamentale. Elle est oubliée par la politique aujourd'hui, comme si nous n'avions d'autre mission que de reproduire une cité à l'identique. Première idée, l'émancipation. Deuxième idée, la liberté de conscience. Cela va de soi, mais quand on revient, je l'évoquais tout à l'heure, de certains pays, la liberté de conscience ne va pas de soi. Et quand on descend de ce voyage que je faisais, je vous l'ai dit il y a 10 jours, et qu'on remet les pieds sur le sol national, je ne suis pas habité par une charge nationaliste, mais je me sens subitement en sécurité, je me sens bien, et je comprends ce que signifie la dimension de la République française par ces valeurs qui se concrétisent ici et que quelques heures de vol avant n'existaient pas et n'existent pas pour un peuple tout entier. La troisième valeur à côté de la liberté de conscience, c'est l'égalité des droits et des devoirs. Et c'est ce qui est le plus remis en question, et paradoxalement, par des gens qui se revendiquent de la question sociale et de la justice sociale parfois, et dont la première des actions, c'est de remettre en cause l'égalité, et notamment l'égalité des droits entre hommes et femmes. C'est cela aujourd'hui qui est en question, et la quatrième dimension, c'est l'universalisme. Être citoyen de la République, ce n'est pas être blanc, noir, rouge, jaune ou vert. Ce n'est pas être de droite ou être de gauche, c'est la dimension de l'universalisme. Et ces 4 grands principes se sont incarnés dans la laïcité, ils se sont incarnés dans la Révolution française, ils sont à l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est ça aujourd'hui qui est remis en question. Ce ne sont pas des faux débats qu'on nous livre ici ou là sur tel ou tel vêtement, ou sur tel ou tel article de loi, ou sur telle ou telle charte qu'on va nous faire demain. C'est est-ce qu'on se donne les moyens aujourd'hui de cette éthique des libertés, d'en faire encore un projet politique. Traditionnellement, dans notre histoire, je vous renvoie à ce très beau livre de Zef Sternel sur les Lumières et les Antilumières, traditionnellement, c'est l'extrême droite
qui a toujours combattu cette idée de l'émancipation des individus. C'est l'extrême droite qui enferme notre liberté dans nos origines, qui estime que nous sommes déterminés par notre naissance. Ce qui est nouveau depuis quelques décennies, et ce qui est nouveau avec les faux amis, c'est que désormais c'est une parole de gauche qui vient contester les Lumières et qui veut réhabiliter l'idée que nous puissions être déterminés par nos origines. C'est enfermer l'individu, l'assigner à résidence, et c'est aussi faire en sorte que ces droits fondamentaux, qui sont des droits de l'individu, de l'autonomie de l'individu, sont soumis désormais aux traditions des communautés. Nos intervenants l'ont exprimé très fortement tout à l'heure. Je donne un exemple. Lorsqu'une fondation de gauche, très entendue dans les allées du pouvoir, on a dit qu'on ne citait aucun nom, alors TN, vous devinerez ce que vous voulez, lorsqu'un think tank a pu écrire et proposer un certain nombre de choses qui ont fini par se retrouver sur le site d'un ancien Premier ministre, et suggérant qu'on aille vers une citoyenneté à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on puisse interpréter notre système de droits et de devoirs, non pas en fonction de ce qu'est la citoyenneté, mais en fonction du passé de nos ancêtres, ou de ce que nous sommes censés être parce que nous sommes de telle ou telle origine, c'est objectivement le retour à une société d'ancien régime. C'est authentiquement réactionnaire. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça peut être tenu aujourd'hui par une partie de la gauche. Nous avons été alertés dès 2004 avec le rapport Aubin, qui nous disait combien cette idéologie communautariste avait percuté à l'école. Nous savons depuis combien elle s'est développée dans les écoles, les crèches, les universités, les hôpitaux, les prisons, les entreprises. Le Monde hier faisait 2 pages pour se féliciter de ces clubs de foot de la région parisienne qui sont des clubs par origine, clubs de Portugais, clubs de musulmans, alors que c'est exactement le contraire de la charte olympique, qui est de rassembler les hommes et les femmes dans une activité sportive par-delà leurs appartenances. Nous sommes véritablement dans un monde où, aujourd'hui, le communautarisme nous pose problème parce que ce sont autant de projets de contre-société. Et on n'est donc plus dans des débats simplement juridiques sur tel ou tel aspect. Faut-il étendre la laïcité au-delà du service public ou pas? Ce sont des débats de fond qui nous divisent entre associations laïques. Mais le débat de fond aujourd'hui est que dans le discours politique, ce qui a été les fondamentaux, et notamment de la culture de la gauche, du cartel des gauches, du Front populaire, de la Commune, de la Révolution française, et jusqu'au même au programme commun de 1980, ce qui était ce socle des valeurs communes, ne semble plus être aujourd'hui partagé par tous. Vous l'avez évoqué, nous avons perdu la bataille culturelle. Je reste gramscien, je crois qu'en perdant le sens des mots, nous avons perdu le sens de la bataille culturelle, et donc nous avons bien peu de chances de gagner des batailles politiques. On l'a dit, la liberté est entendue comme le libéralisme, l'égalité a cédé la place à l'équité, plutôt que de solidarité, on parle de charité, on parle sans arrêt de différence, là où il faudrait parler de singularité, le communautarisme devient progressiste en lieu et place de l'universalisme qui serait devenu une idéologie totalitaire, on confond, vous l'avez dit, culturel et cultuel. C'est le Conseil d'État qui s'apprête à valider la présence de crèches dans les mairies au prétexte que ce serait culturel. La crèche où l'Éternel est censé s'être fait homme sera un lieu culturel. On nous prend pour des couillons. On nous prend pour des couillons. Vous l'avez dit, je crois que nous sommes pris dans une mâchoire idéologique dont une tire ses racines dans l'ultra-gauche, l'islamo-gauchisme. Vous avez parlé des identitaires, des indigènes. La laïcité chez eux est considérée comme colonialiste, raciste, islamophobe. Vous avez montré combien c'est un concept sournois qui sert surtout à interdire toute critique de l'islam radical. Ils invoquent des causes sociales. Je crois que certains parlent de nouveau d'année de la Terre. Il y a quelques années récemment, un congrès d'extrême gauche internationale s'est tenu à New York où du monde entier venaient des partis qui se posaient de la question pour savoir s'il fallait s'allier aux islamistes dans le cadre de la nouvelle lutte des classes à l'échelle mondiale. La confusion atteint un tel niveau, et celui que vous avez cité et qui commence à
à lever le voile, c'est Jean Birnbaum qui, dans son dernier livre, pose la question de ce qu'a été la véritable responsabilité de la France, et en tout cas des progressistes au moment de la guerre d'Algérie, laquelle, je le cite, a été un véritable laboratoire de l'islam radical, et nous n'avons pas voulu le voir. Les ambiguïtés de la cause palestinienne, vous les avez évoquées tout à l'heure. Moi, je me souviens qu'en 1994, lorsque, dans un contexte, j'ai rendu visite à Yasser Arafat, il était entouré d'une garde féminine, de femmes jolies, plantureuses, en t-shirt, exhibant leur féminité. Aujourd'hui, le voile est obligatoire. La question même de la cause palestinienne s'est transformée totalement dans sa dimension symbolique, mais elle pèse dans l'ultra-gauche, elle pèse chez nos amis, chez nos faux amis, et elle alimente, cela a été dit par certains tout à l'heure, un antisémitisme de bon aloi qui se développe un peu partout. Vous avez évoqué la question des femmes, je ne peux pas revenir sur ces sujets. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où, entre l'ultra-gauche et l'extrême droite, qui a procédé à un véritable détournement de la laïcité, à des fins de stigmatisation et pour essayer de récupérer les peurs, nous sommes dans un contexte particulièrement difficile. Et c'est là, vous l'avez évoqué aussi, que le débat avec les associations laïques avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, vous avez évoqué des noms, nous avons des désaccords, c'est un vrai débat qu'il faut ouvrir urgemment, mais parce que nous avons une responsabilité devant l'avenir de la démocratie. Et nous ne pouvons pas accepter que certains s'en prennent au voile sans vouloir dire un mot sur la croix, mais que d'autres associations laïques ne se souviennent de leur laïcité que lorsqu'il s'agit de la croix, mais n'acceptent pas qu'on puisse appliquer aux musulmans les mêmes règles qu'il faut appliquer aux autres religions. Et il y a là une situation, je le dis en toute amitié, parce que nous y avons beaucoup d'amis, ces dérives, ces intolérances, ces invectives ne sont plus aujourd'hui acceptables. Et à quelques mois d'une élection présidentielle, qui ne sera pas qu'une élection présidentielle, qui sera aussi un mois plus tard une élection législative, où le Front National va rentrer largement dans la représentation nationale, dans cette maison, où nous ne pourrons certainement plus tenir des réunions ici de cette nature. Il est urgent que tous nos amis et toutes nos forces se retrouvent, non pas sur un discours bisounours d'amour de la démocratie, mais sur ce qui pourrait fonder un véritable ressourcement républicain. Nos amis qui ont voté la loi de 1905 ont eu du courage, contrairement à ce que disent certains intellectuels un peu faux amis et bisounours. Ce ne fut pas, la loi de 1905, une aimable synthèse d'un dialogue courtois entre l'Église et les républicains. Ce fut l'aboutissement d'un débat entre républicains particulièrement ferme et difficile qui a abouti. Est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui, dans la représentation nationale, des femmes et des hommes assez courageux pour avoir l'audace d'ouvrir ce débat ? Je rappelle à ceux qui croient que ce fut un débat avec l'Église que tous les députés qui ont voté la loi de 1905 ont été excommuniés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de constituer des majorités républicaines de demain qui permettent d'ouvrir la voie, réellement, un véritable antiracisme, qui soit capable de mener un véritable combat contre toutes les formes de ségrégation et qui soit capable de reprendre le discours de la République laïque et sociale. C'est l'enjeu que nous avons voulu poser à travers ce débat sur les idiots utiles et les faux amis, parce que, à la façon de ceux qui, dans le passé, disaient plutôt Hitler que Blum, nous sommes affrontés à la montée de périls qui exigent que les républicains posent les vrais débats et que la défense de la laïcité constitue une priorité. C'était le sens de ce colloque. Et donc, je vous remercie tous. Je ne prendrai pas la parole après pour être présent, pour continuer ce combat que nous poursuivrons par un autre colloque en novembre. La date vous sera précisée sur République sociale et République laïque. Je remercie toutes les équipes de l'ALICRA et du CLR qui se sont activées pour permettre cette réunion. Je remercie tous les intervenants qui nous ont tous apporté des éléments, je crois, de réflexion de fond. Et maintenant, parce que le combat contre le racisme et l'antisémitisme, c'est un combat de l'universalisme et non pas du communautarisme, nous ne pouvions pas trouver meilleur intervenant que cet homme qui se bat partout à travers la France, qui tourne pour défendre cette parole de la République laïque. Il va clore cette réunion. Gilles Clavreul, délégué interministériel à la lutte contre le racisme.